Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette table ronde dont le thème est service public petite enfance. Quelle place pour l'accueil individuel à domicile? Comment soutenir les familles et les professionnels? Malgré une politique familiale ambitieuse, l'accueil des jeunes enfants en France fait toujours face à de fortes inégalités sociales et territoriales. L'accueil individuel, que ce soit par le biais d'une assistante maternelle ou d'un garde d'enfants à domicile, demeure le mode d'accueil privilégié pour de nombreux enfants. Cependant, des tensions subsistent entre l'offre et la demande, notamment en ce qui concerne l'attractivité des métiers de la petite enfance, la qualité de l'accueil et l'accessibilité financière. Donc aujourd'hui, nous allons explorer comment renforcer l'accueil à domicile des jeunes enfants tout en soutenant bien évidemment les parents et les professionnels du secteur. Nous allons en parler avec Brice Alzon, qui nous fait le plaisir d'être avec nous, président de la Fédération des entreprises de services à la personne. Bonjour, merci. Oh ben vous, si vous avez envie d'applaudir, voilà, applaudissez, faites-vous plaisir, au contraire. Avec nous également Aline Mougenot, qui fait l'effort d'être avec nous, chef de file confédéral en charge de la formation professionnelle et de l'apprentissage dans le syndicat CFTC Santé Sociaux. J'ai bien dit, ça va? Ouais. À peu près. D'accord, vous rectifierez au cas où. Avec nous également Nathalie Perrin, directrice pédagogique et cofondatrice de Tocata. Ce sera question de formation, on en parlera tout à l'heure. Jean-Baptiste Frossard nous fait le plaisir d'être avec nous. Vous êtes Jean-Baptiste, directeur de projet chargé du service public de la petite enfance, également secrétaire général du comité de filière petite enfance au sein du ministère des Solidarités. Merci d'être avec nous. Et enfin, avec nous également Sylvana Baratini. Merci d'être là. Sylvana, vous êtes directrice de Kangourou Kids, les petits chouchous. C'est mignon ça comme nom. On va évoquer toutes ces belles choses avec vous, bien évidemment. Alors, première question, j'ai envie de faire avec vous tous un petit tour de table autour d'un constat. Quels sont aujourd'hui les principaux constats que l'on peut faire sur l'état actuel des jeunes enfants en France en termes d'inégalité sociale et territoriale que j'évoquais peut-être en introduction? Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Aline, vous prenez le micro. Allez, d'office, je prends le micro. Bonjour à toutes et à tous. Simplement pour compléter, effectivement, je suis à la CFTC, donc présentée comme chef de file sur la formation professionnelle, mais je suis avant tout et depuis des années, pour ceux qui me connaissent, très engagée sur le secteur des métiers du domicile, et la petite enfance en fait partie bien évidemment. Pour la CFTC, le syndicat dit de la famille, être présent au salon, c'est une évidence depuis 12 ans maintenant. On est la seule organisation représentative à être présente chaque année pour accompagner les salariés, parce que pour garder des enfants, il faut des salariés. Ça va être dit par d'autres personnes, on a besoin de place, on n'a pas suffisamment d'accompagnement. Je pense que mes collègues vont le reprendre, mais surtout l'accompagnement et la petite enfance, ce sont le secteur privé avec les entreprises de services à la personne, les associations avec la branche de l'aide à domicile et le particulier employeur, ainsi que le service public. Et très souvent, certains sont tentés de dire « mais pourquoi on ne fait pas qu'un seul et même service public pour répondre à la demande ?» Simplement parce que quand en 2005, M. Borloo a créé les emplois Borloo, c'est parce que déjà on manquait de place. Et la problématique, c'est pas qu'il y ait trop d'acteurs sur la place, c'est qu'il n'y a pas assez de professionnels, il n'y a pas assez de place et il n'y a pas assez d'accompagnement au niveau des financements publics. Et il y a un traitement qui est différencié selon qu'on est chef d'entreprise dans une entreprise de service à la personne, quand on est employeur au niveau du particulier employeur ou au niveau des associations. Donc il y a un cadre, pas un service unique à l'enfance, mais un cadre à poser pour que chacun puisse avoir le choix. Moi, en tant qu'aidante familiale, je suis contente de pouvoir choisir la structure avec laquelle j'ai envie de travailler. Et pour les salariés que j'accompagne au quotidien, c'est leur choix de vouloir être
soit dans une association, soit dans une entreprise, et de cumuler en plus des chèques emploi-service et de relever du particulier employeur. Et pour nous, c'est nécessaire qu'ils connaissent leurs droits, et c'est aussi pour ça qu'on est au salon. Je me tais, je laisse la parole aux autres. Juste une question quand même avant de laisser la parole à Brice. Ah oui, Brice pardon, Alzan. j'ai pas fini. Oui. Non, vous n'avez pas fini, puis on a 1 heure, donc ça va, vous allez pouvoir vous exprimer, vous inquiétez pas. Mais juste par rapport à ce que vous disiez, 12 ans de présence ici sur le salon, est-ce qu'en 12 ans, vous avez senti des évolutions notables ? Alors, j'ai senti des évolutions notables parce que quand on a commencé le salon, on avait essentiellement des écoles qui venaient, pour ceux qui s'en souviennent. Maintenant, le salon, il est reconnu comme la rencontre des professionnels, où on va pouvoir aller chercher des bonnes idées, on va pouvoir échanger et on va pouvoir faire évoluer le secteur dans le bon sens. On a eu des visites déjà de ministres ce matin, et on donne de la visibilité à un secteur qui en a besoin. Maman de 4 enfants, quand on veut être une femme et qu'on veut garder une activité professionnelle, laisser ses enfants à quelqu'un d'autre, c'est le plus difficile. Et avoir des professionnels qui sont là pour ça, c'est permettre à la moitié de la population d'accéder à l'emploi et de pouvoir mener de front une activité professionnelle et avoir une vie personnelle. Après je me tais, je vous promets, vous m'avez présenté comme responsable au niveau de la formation professionnelle numéro 1 sur la formation professionnelle et l'apprentissage. Je suis aussi accessoirement présidente de l'OPCO-EP parce que être présent dans les organismes qui accompagnent le financement des formations, c'est important pour la CFTC, même si ça prend du temps. On tient à être engagé partout où on peut l'être pour permettre aux uns et aux autres d'évoluer professionnellement. Merci beaucoup Aline. Brice Alzan, vous aussi, ça fait longtemps que vous êtes présent sur le salon, bien évidemment, des services à la personne, en tant que président de la Fédération des entreprises de services à la personne. Alors votre constat aujourd'hui, en 2024, où est-ce qu'on en est ? Bonjour à tous. Alors, effectivement, je suis président de la FESP, c'est la Fédération des entreprises et de services à la personne. Donc pour votre info, c'est le pendant des organisations syndicales, où il y a donc des organisations entrepreneuriales, où l'objectif effectivement est de pousser et structurer et professionnaliser et donc notre secteur. Et donc on travaille avec les organisations et donc syndicales, donc et comme Aline, main dans la main pour pouvoir faire évoluer donc notre secteur. Aujourd'hui, effectivement, dans notre fédération sur la petite enfance, nous avons 1300 crèches et micro-crèches et 850 entreprises qui portent et la garde d'enfants. Pour répondre à votre question, déjà un premier constat, c'est qu'on manque aujourd'hui d'intervenantes et dans nos métiers, qui fait qu'il y a des berceaux de vide et des familles qui attendent aujourd'hui, faute d'avoir ces berceaux. Et ça représente aujourd'hui 50 000 intervenantes qu'il faudrait pour combler ce manque de berceaux et de garde à domicile. Vous voulez voilà, c'est très bien. Déjà pour répondre à voilà, ça. On va entrer dans le détail et merci de laisser votre micro à Sylvana Baratini. Donc vous êtes directrice de Kangourou Kids. Tout à fait. Voilà. Et alors Kangourou Kids, votre rôle, c'est d'offrir un service de qualité, je crois, c'est ça, aux enfants. Exactement. Alors, Kangourou Kids, c'est de la garde d'enfants à domicile. Donc, ce sont des intervenants, des intervenantes qui vont chez les parents pour faire des sorties d'école, des sorties de crèche, mais aussi des gardes d'enfants de moins de 3 ans la journée. Donc, bien souvent, pour justement compléter un petit peu les services qui existent déjà avec les crèches et les assistantes maternelles. Donc, on n'est pas du tout concurrent, bien au contraire, avec le service public et avec le secteur finalement des assistantes maternelles. Au contraire, on est complémentaires. Je vous prends des exemples très simples et très concrets. Une personne qui va travailler au marché de Rungis, par exemple, qui va commencer très tôt le matin, ou bien d'autres secteurs, un chauffeur de bus, par exemple, ça sera très compliqué pour lui de trouver un mode de garde adapté, que ce soit en crèche ou avec une assistante maternelle. Que ce soit le personnel de crèche ou l'assistante maternelle, ils ont le droit d'avoir une vie le matin et le soir. Voilà, de ne pas avoir des enfants à des heures indues. Donc c'est là qu'on intervient aussi, surtout pour des enfants de moins de 3 ans, pour des horaires ou des timings qui seraient un peu compliqués.
Des horaires atypiques, exactement, c'est ça. Donc je représente évidemment Kangourou Kids, la garde d'enfants à domicile, mais aussi la FEDESAP, la Fédération aussi des services à la personne. Je suis déléguée départementale pour la ville de Paris et je fais aussi partie de la commission de petite enfance. Et si je m'investis au-delà de mes fonctions de responsable d'agence, c'est que, et on en parlait tout à l'heure un peu entre nous, on essaye tous de mettre un peu notre pierre à l'édifice dans ce secteur qui est un petit peu mal représenté. Voilà. On est sur le salon des services à la personne, mais la petite enfance, c'est un petit peu la dernière roue du carrosse. Voilà. On en parle peu, on a du mal à le défendre, et c'est pour ça qu'on a besoin de personnes qui prennent la parole sur ce sujet et qui aident à élargir le débat. Vous êtes d'accord avec ce constat, Jean-Baptiste Frossard, vous qui représentez donc le service public de la petite enfance? Je crois que la petite enfance, on essaie de le remettre au centre du jeu. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, y compris sur le plan politique, depuis 2-3 ans. C'est vrai que le contexte, comme vous le disiez, c'est que d'abord on a un problème d'offre. Au niveau national, il nous manque 200 000 solutions d'accueil. Et non seulement il manque des places de façon générale, mais on a des problèmes d'inégalité sociale et d'inégalité territoriale. Aujourd'hui, si on regarde les inégalités sociales, il y a 71% des familles qui sont en dessous du seuil de pauvreté qui n'ont jamais recours à un mode d'accueil, contre 37% en population générale. Et au niveau territorial, quand on va dans les quartiers prioritaires de la ville, quand on va dans les zones rurales, c'est là où on a le plus de besoins des familles et des enfants, et c'est là où on a le moins de modes d'accueil. Et ça, on a des perspectives sur ça qui sont un peu compliquées puisque, évidemment, on a des difficultés de recrutement, des difficultés d'attractivité des métiers. On manque, pour l'accueil collectif, on a plus de 10 000 professionnels manquants. Et pour l'accueil individuel, vous savez, on a une démographie qui est assez défavorable et on s'attend à 42% des assistants maternels qui vont partir à la retraite d'ici 2030. Donc ça, c'est le problème auquel on fait face depuis longtemps, c'est un manque de place. Et puis, on a un deuxième qui est monté, je dirais, ces dernières années, c'est une préoccupation sur la qualité de l'accueil des enfants. Alors, vous savez qu'il y a eu un certain nombre de publications, de rapports, de livres pour souligner, mettre en lumière des difficultés dans la qualité d'accueil et des difficultés qui viennent à un moment où, en même temps, notre niveau d'exigence au contraire, s'élève continuellement, puisque on a énormément de travaux, et tout le monde connaît le rapport des 1000 jours notamment, sur l'importance de ce qui se passe dans ces 1000 premiers jours, sur l'importance de et la délicatesse de ce que c'est que ce métier d'accompagnement des enfants. Donc on a ces deux difficultés, offre-qualité. Et c'est pour ça qu'on crée le service public de la petite enfance au 1er janvier 2025, c'est-à-dire une gouvernance qui va confier aux communes la compétence obligatoire d'organiser sur toute l'offre, privée, publique, individuelle, collective, garde à domicile, assistant maternel, sur toute l'offre, confier aux communes le fait de recenser les besoins, de planifier le développement de l'offre, de soutenir la qualité de l'accueil, d'animer la communauté éducative. Et à partir de ça, et on y reviendra, beaucoup d'enjeux sur l'accueil individuel, en termes de reconnaissance des métiers, en termes de conditions de travail, en termes de qualité des relations avec les institutions, que ce soit la PMI ou que ce soit les mairies, de qualité des relations avec les parents, et en termes, bien sûr, d'élargissement, d'identification des viviers de recrutement et de qualité de l'intégration, de la formation dans le métier. Donc un des gros chantiers qui vont se lancer avec cette réforme au 1er janvier 2025. Voilà, cette réforme, on y reviendra si vous le voulez bien tout à l'heure, Jean-Baptiste Frossard, on entendra peut-être un peu plus dans les détails. Nathalie Perrin, on parlait beaucoup d'offres, d'attractivité. Vous êtes attaquée à ce sujet-là qui est important, et notamment au niveau de la formation. Oui, bonjour. Donc effectivement, nous, on est un organisme de formation spécialisé dans les formations digitales, donc 100% en ligne, 100% à distance, pour toutes les personnes qui exercent des métiers auprès des plus fragiles, que sont les personnes âgées, les personnes handicapées, mais aussi et surtout les enfants. Et nos partenaires, ce sont des structures comme Kangourou Kids, par exemple, que l'on peut accompagner grâce à notre CFA sur une formation à distance, pour l'obtention d'un diplôme, donc des formations de qualité. On
on reconnaît également qu'il y a un manque de personnes qui souhaitent travailler dans ce secteur-là, et c'est bien dommage. On a beaucoup de structures qui sont en attente de personnes. L'intérêt de former des personnes plutôt jeunes, c'est que ça permet souvent de leur permettre d'obtenir un diplôme, un titre qui a du sens pour eux, qui permettent de les remettre en formation, de les remettre parfois dans un métier. Et donc on constate de la même façon un gros manque sur les personnes qui veulent travailler dans ce secteur-là. Jean-Baptiste disait tout à l'heure qu'il y a beaucoup d'assistantes maternelles à renouveler. Effectivement, il y a ces quelques 160 000 à renouveler d'ici 2030. Ce sont des personnes qui sont formées, qui sont très bien formées, qui sont en demande également de formation. On les forme également, nous, via le dispositif Hyperia. Et donc, c'est vraiment important que tous ces secteurs-là puissent travailler tous ensemble, parce qu'ils correspondent à certaines personnes, pas à d'autres. Il y a une telle offre qu'on peut forcément, les parents peuvent forcément trouver une réponse à leurs besoins. Tant en termes d'horaires, on parlait tout à l'heure des horaires qui sont très tôt le matin pour les personnes qui travaillent dans les métiers du soin, par exemple, ou marché de Rungis. Voilà, donc il y a vraiment besoin de proposer toutes ces offres-là, de répondre à tous ces besoins-là, et c'est ce qu'on essaie de faire tous ensemble, et je trouve que c'est chouette. Alors, en matière d'attractivité, j'ai envie de me tourner vers vous, Brice Alzon. Qu'est-ce qu'on peut proposer aujourd'hui? Comment on peut motiver cette attractivité? Qu'est-ce que vous faites, vous, au sein de la FESP, on dit comme ça, Fédération des entreprises de services à la personne, FESP, FESP? Alors, au sein de la FESP, vous pouvez dire FESP ou FESP, tout fonctionne. Alors effectivement, la partie attractivité est centrale, puisque s'il faut recruter... déjà, je trouve que ce soit une très bonne nouvelle qu'il y ait un service public de la petite enfance qui va un peu tout et donc regrouper, parce qu'on va pouvoir, sur cette partie attractivité, mettre en place, et donc conjointement avec le service public, des campagnes de communication. Ce sera le but. On va pouvoir s'adresser mieux, plus facilement aussi qu'au CFA, travailler avec les OPCO, comme l'a souligné Aline tout à l'heure. Donc voilà, tous ces axes-là vont être des axes où il va falloir, et puis là c'est ce qu'on est en train de faire ici avec vous. Je vois qu'il y a des... Enfin, vous êtes quoi? Vous êtes au lycée? Vous êtes dans un lycée de quoi? Vous êtes où? Et en petite enfance? Ah bah voilà. Et donc justement, pour rendre attractif, il faut qu'on aille entrepreneurs, salariés, dans ces lycées, que nous on intervienne chez vous et que l'on vous explique ces métiers et donc les différences. Et c'est là où nous, FESP, on a un rôle intéressant à jouer, c'est qu'il y a effectivement, donc vous parlez des asthmates, mais nous, et donc côté entreprise, il y a aussi quand même une partie garde à domicile qui ne fonctionne pas comme les assistantes et maternelles, avec des entreprises comme et notre collègue à côté. Ça, par exemple, il faut que l'on explique la différence, et en quoi pour vous ce serait peut-être plus intéressant d'être asthmate et que vous ayez chez vous à domicile, par exemple, les enfants qui viennent chez vous, ou plutôt à l'inverse, que vous alliez au domicile chez les clients avec... En fait, il n'y a pas de zone rouge ou noire, c'est-à-dire que les deux ont leur avantage et inconvénients par rapport au nombre d'enfants, comment on veut les faire évoluer, le 0-3 ans, le 6-12 ans, etc., etc. Voilà. On reviendra avec Sylvana dans un instant sur l'importance justement de l'accueil à domicile. Mais Aline, vous vouliez réagir justement sur cette notion d'attractivité? Oui, tout à fait. On ne peut pas parler attractivité des métiers sans reconnaissance. On fait, au niveau des branches, on gère des actions. Ce soir, on remettra des trophées au niveau du secteur des entreprises de services à la personne. C'est important. On ne peut pas demander aux gens, aux salariés de venir embrasser un métier et de ne pas avoir la reconnaissance. Et donc, dans les branches, on arrive à le faire.
Moi, mon regret, depuis que j'accompagne le secteur, c'est sur les assistantes maternelles. Autant on a des trophées, autant on a les Giraffe Awards, etc. Autant sur les assistantes maternelles, on n'a pas cette reconnaissance. À la CFTC, ça fait plus de 12 ans qu'on essaye de travailler à tous les niveaux pour simplement que les assistantes maternelles puissent bénéficier de la médaille du travail. C'est peut-être rien, mais pour une assistante maternelle qui fait tout son parcours professionnel, recevoir la médaille du travail, c'est la reconnaissance qu'on est sorti de ce côté, c'est la nounou. Non, on accompagne, nous, des assistantes maternelles. Ce sont des vrais professionnels qui se forment, qui ont des diplômes et qui ont besoin d'une reconnaissance. Et je ne comprends pas, et je suis frustrée depuis plus de 15 ans maintenant, de ne pas avoir réussi à obtenir. C'est rien. Les conseils départementaux, remettre une médaille du travail à une assistante maternelle qui a consacré 15 ans, 20 ans de sa vie, franchement, c'est pas normal. C'est pas normal qu'une profession qui est aussi importante, les assistantes maternelles, alors oui, il y a des avantages et des inconvénients. Brice en parlait. L'assistante maternelle, elle va accueillir l'enfant à son domicile. C'est énormément, au jour d'aujourd'hui, de contraintes. On ne comprend pas pourquoi il y en a de moins en moins, mais parce que il y a 30 ans, on accueillait les enfants des autres familles comme les siens. Aujourd'hui, vous êtes parent, vous n'avez aucune contrainte. Vous pouvez avoir une cheminée sans aucune protection. Vous pouvez avoir une montée d'escalier sans rien. Vous pouvez avoir aucune bordure. Maintenant, on demande aux assistantes maternelles qui exercent un métier à domicile et qui a un avantage pour les parents. Il y a des parents pour qui c'est un choix. Moi, personnellement, ça a été un choix de faire, pour mes 4 enfants, d'avoir une assistante maternelle. Parce que je voulais qu'ils soient élevés qu'ils restent dans le cadre familial, avec d'autres enfants, etc. C'est un choix, comme je respecte le choix de faire appel à une garde d'enfants ou à domicile ou à plusieurs, ou en crèche. Toutes les formes d'accueil sont et ont à être valorisées. Mais le métier d'assistante maternelle, depuis 20 ans, on le maltraite. Les obligations, elles sont constantes. On est passé à une période où vous aviez l'obligation d'avoir un lit à barreaux et d'un seul coup, c'était le département d'à côté, c'était interdit. Mais on a mené des batailles. Alors on va voir justement avec Jean-Baptiste Frossard dans un instant si il y a des choses à améliorer, mais choses... franchement une reconnaissance pour des femmes qui ont consacré toute leur vie professionnelle et avec des salaires qui ne sont pas forcément à la hauteur. On leur demande maintenant de travailler jusqu'à 64, 65, 67 ans parce qu'on ne reconnaît pas forcément le temps plein. Donc la société évolue. Et moi, je trouverais dommage que les assistantes maternelles disparaissent et non pas que je ne crois pas à la garde à domicile, non pas que je ne crois pas à la crèche. Tous les secteurs sont importants, mais il faut les accompagner tous de la même façon. On a bien compris, Aline, on a bien compris. Et je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, sur le fait qu'il faut de la reconnaissance. Un mot avec vous, Sylvana, sur justement l'importance de l'accueil individuel à domicile, qui est un des aspects importants de ces métiers d'assistante maternelle, bien sûr. Complètement, parce que les assistantes maternelles, on a des assistantes maternelles qui viennent travailler chez nous. Donc, en Ile-de-France particulièrement, on sait bien que le logement, c'est quand même assez tendu d'avoir suffisamment de mètres carrés pour être assistante maternelle. Vous le disiez juste avant, il y a énormément de normes pour pouvoir accueillir des enfants chez soi. C'est juste hallucinant et du coup, ça permet à ces femmes qui voudraient... Alors je dis ces femmes, mais je vais revenir là-dessus après, qui voudraient justement travailler avec les enfants, de pouvoir le faire finalement au domicile des parents. Pour les parents, c'est aussi une souplesse finalement, que ce soit à leur domicile aussi. Nous, dans la garde d'enfants à domicile, on parle quand même beaucoup de flexibilité. On en a parlé tout à l'heure avec les horaires atypiques, mais je vais vous donner un autre exemple. Il y a beaucoup de métiers où on peut être indépendant. Ça peut être des métiers dans le médical, ça peut être des métiers, un avocat, un comptable, que sais-je.
Ça, c'est des personnes, quand elles vont avoir un enfant, bien souvent, elles ont la chance de pouvoir adapter un peu leur semaine. Donc d'avoir besoin parfois de 2 ou 3 jours de garde dans la semaine, pas plus. Pareil, ça, quand on a un bébé, c'est quand même génial de pouvoir se dire, bon ok, super, je suis là pour mon enfant 2 jours par semaine, chose pour laquelle beaucoup de gens n'ont pas la chance. Mais après, il faut trouver un mode de garde complémentaire. Et ça, bon courage. Et c'est là où la garde d'enfants à domicile, a aussi toute sa place. La complémentarité aussi avec les différents services, ça va être la garde partagée, justement. Quand on ne peut pas avoir forcément une place avec une assistante maternelle parce qu'il n'y en a plus assez, ou parce que dans leur domicile c'est aussi compliqué. Ça permet aussi de pouvoir partager des frais avec une autre famille et de quand même avoir ce mode de garde qui est choisi, encore une fois, où on va avoir plusieurs enfants qui vont être gardés en même temps. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Après, je reviens juste sur le côté féminin, parce que j'entends beaucoup, et nous les premiers, on se fait violence. C'est vrai qu'on dit assistante maternelle et pas... une assistante maternelle, une intervenante. Et non, les garçons, j'en vois pas beaucoup potentiellement là qui travaillent dans la garde d'enfants aujourd'hui, mais les garçons, nous on en recrute de plus en plus, et on parlait des interventions dans les lycées, on a tendance à aller les chercher, les garçons, parce qu'en fait ils se disent toujours non, c'est pas pour moi. Non, c'est pour les filles, etc. Et quand on creuse, on se rend compte que le garçon en question, il a le BAFA, il travaille, il fait des accompagnements avec du sport, souvent le week-end avec des enfants, etc. Et c'est aussi des personnes qui peuvent travailler avec les enfants. Voilà. Donc il y en a de plus en plus, et nous on essaie de développer ça, notamment avec les centres de formation. Voilà, j'allais vous dire, Nathalie, est-ce que vous avez beaucoup de garçons justement au niveau de la formation? On n'en a pas beaucoup, mais on en a quelques-uns, on en a de plus en plus, et ils sont passionnés en fait, et ça se passe très très bien dans les familles, dans les structures qui les accueillent. Ça donne une autre dynamique, une autre dimension, et c'est très intéressant d'avoir des hommes dans ce secteur plutôt féminin. Et tout à l'heure, Aline parlait de la problématique des assistantes maternelles qui sont de moins en moins nombreuses. Et de leur reconnaissance. Ça, c'est un aspect que vous évoquez, j'imagine, dans les formations aussi, qui est important dans les formations, ne serait-ce que par rapport à l'éducation des enfants. Oui, effectivement. Donc, ces personnes, ça prend du sens aussi pour elles de se former. Elles se rendent compte qu'elles peuvent travailler parfois autrement. Et je pense que ce métier, il peut peut-être encore évoluer. On les voit, elles se structurent aussi en maison d'assistante maternelle. Donc je pense que ce métier a encore de beaux jours devant lui, parce qu'il correspond vraiment à un besoin de certaines personnes. Et puis, nous avons énormément d'assistantes maternelles qui se forment, et ce sont des personnes passionnées par ce métier. Elles se forment, elles ont envie toujours d'aller plus loin, d'avoir une meilleure reconnaissance. Et donc la formation est un grand levier de reconnaissance, quels que soient les métiers, mais alors surtout dans ces métiers qui attirent peu finalement. Est-ce qu'au niveau de la reconnaissance, Jean-Baptiste Frossard, dans la réforme que vous nous annoncez pour janvier, donc pour demain, il y a des choses qui sont prévues? Oui, alors beaucoup de choses en réponse à ce qui a été dit. Bon, la médaille du travail, je prends le point. C'est bien, vous aurez fait avancer les choses, Aline, vous voyez. Donc c'est ça. Bien. Et également la mixité des métiers, parce que c'est sûr que c'est un travail qu'on conduit à la fois dans le partenariat avec France Travail, quand ils vont recruter des personnes pour les amener vers le secteur de la petite enfance, de dire aux conseillers France Travail, ne proposez pas ça uniquement aux femmes qui sont en recherche d'emploi, mais en reconversion, et aux hommes. Et puis un travail qu'on doit faire avec les acteurs de l'orientation. Aujourd'hui, un acteur de l'orientation dans l'éducation nationale, c'est un peu caricatural ce que je veux dire, mais à peine, c'est quand même une fille vers la petite enfance et puis un garçon vers électrotechnique. Donc il faut qu'on travaille sur ces représentations. On a ensuite, sur l'attractivité, il y a des sujets, je dirais, très concrets. Notamment, c'était évoqué, les relations avec les PMI. Parce que c'est des choses qui, je dirais, sont corrosives au bout d'un moment, parce qu'au jour le jour, on est confronté aux exigences divergentes de tel ou tel PMI. Il y a des problèmes dans la posture de contrôle, dans la posture d'accompagnement, etc. Donc ça, on relance l'animation nationale des PMI là, dès la fin de l'année. Et sur tous les points qui remontent, qui sont des conflits récurrents, des problèmes où on dit est-ce qu'il faut mettre la barrière, pas mettre la barrière, est-ce qu'on peut coucher l'enfant par terre ou pas, un animal domestique, l'évier, etc. On va sur chaque point les reprendre et diffuser des réponses nationales pour dire voilà quelle est la marche à suivre dans tel aspect. Et on aura également un guide de contrôle pour bien redire au PMI quelle est la posture de contrôle vis-à-vis d'accueillants à domicile, qui n'est pas une posture haute,
qui est une posture d'égalité, avec un rapport qui est transmis, avec une phase contradictoire où le professionnel peut répondre au contrôleur, etc. Tout ça, c'est vraiment important, aussi dans l'organisation des réunions d'information, dans l'entrée dans le métier. Ça, c'est tous les petits points concrets qui viennent bloquer la machine et qui parfois vont susciter le départ des professionnels. Et puis ensuite, on a en effet le sujet un peu plus global de la reconnaissance. Et là, c'est, je dirais, l'image des métiers. D'abord, en effet, à quels besoins ça répond? Quels besoins des familles? On a parlé des horaires atypiques. Et aussi, quels besoins des enfants? Je disais tout à l'heure, ça fait 20 ans qu'on a installé dans l'imaginaire collectif le fait que la crèche, c'était génial. Si on pouvait avoir une place en crèche, vraiment, c'est le top du top, la crème de la crème. Puis si on ne peut pas, on ira voir un accueillant individuel. C'est faux. Voilà, c'est faux de dire que le collectif répond mieux à tous les besoins des enfants. Et je dirais, pour certains enfants, au contraire, et y compris selon certains âges, il y a un accueil individuel qui peut être aussi bien plus sécurisant, qui peut être bien plus familial. Donc ça, on diffuse les argumentaires auprès des mairies, auprès des parents, pour que les guichets uniques des mairies disent aux parents, mais selon les besoins de votre enfant, selon son âge, etc., l'individuel et le collectif, ça a des apports propres. La reconnaissance des métiers, ça va aussi, c'était dans le plan accueil individuel l'année dernière avec une réflexion sur le nom des professionnels. On a dit peut-être qu'il faut faire évoluer le nom pour justement sortir un peu du modèle nourrice. Et aujourd'hui, je me permets un petit passage à gauche. Pourquoi parle-t-on encore de garde à domicile alors que ça fait des années et des années qu'on dit c'est pas de la garde, c'est de l'accueil des enfants. Donc peut-être que la question du nom, elle doit être aussi posée dans ce secteur-là. Mais c'est là où on voit que les choses ont évolué aussi par rapport à ce que vous disiez, Jean-Baptiste, à savoir que effectivement une famille aujourd'hui, enfin il y a quelque temps, voulait absolument que son enfant aille en crèche. Il n'y avait pas de place, donc on prenait une assistante maternelle, accueil à domicile. Et beaucoup, en fait, même après en ayant une place en crèche, ne voulaient plus changer et rester sur cette idée d'accueil à domicile. On le voit de plus en plus. Ça, pour beaucoup de familles, aujourd'hui, dans les chiffres qui remontent, ça reste du choix par défaut. Mais du choix par défaut parce qu'on a cet imaginaire-là en tête. Puis juste pour finir rapidement, après on y reviendra peut-être, on a tous les sujets de parcours de carrière. Hein. Comment est-ce qu'on fait pour que les personnes puissent évoluer, y compris avec des spécialisations, avec du tutorat, etc. Et puis de répondre à la diversité des aspirations. Aujourd'hui, tout le monde n'aspire pas à travailler seul chez soi. Il y a des personnes à qui ça va convenir, d'autres non. Donc il faut qu'on développe les formes un peu hybrides, effectivement, maison d'assistant maternel, de diverses formes qui mêlent le collectif et l'individuel, parce qu'il y a des aspirations diverses et il faut qu'on arrive à y répondre pour les professionnels de façon souple. Alors, vous avez tendu la perche à Aline, du coup elle veut réagir, bien évidemment. Oui, merci pour la reconnaissance. Sur la terminologie, vous y êtes très attentif, comme beaucoup de professionnels qui travaillent sur le secteur qui est couvert par le salon. Maintenant, si on veut vraiment communiquer et être entendu, il faut savoir quelquefois casser les codes. Pendant des années, la CFTC a organisé le trophée des nounous. Mais je me suis fait allumer. Oui, on doit parler d'assistant maternel, mais je suis désolée. Pour les gamins, la nounou, ça reste la nounou. Et c'est pas parce qu'on fait un trophée des nounous qu'on n'est pas dans la reconnaissance. Donc qu'on ait les bons termes et qu'on utilise le bon terme, je suis tout à fait d'accord. Ne restons pas bloqués. Ce qu'il faut, c'est parler du secteur, mais en parler correctement. Moi, je suis désolée, mais trouver un cas et en faire un bouquin pour faire le buzz, c'est pas notre truc à la CFTC. Effectivement, on peut toujours trouver le dysfonctionnement chez une assistante maternelle, dans une crèche, dans la garde. Il y aura toujours le moment où il y a un bug à un instant T. Mais ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que tous les jours, il y a des milliers d'enfants qui sont accueillis dans tous les modes d'emploi, dans tous les modes de garde, et qui sont bien accueillis, et qui progressent, et qui sont accompagnés.
Et on organise et on valorise de plus en plus, je pense aux Giraffe Awards, qui sont quand même le trophée qui récompense l'innovation, la créativité auprès des salariés qui vont accompagner les jeunes enfants. Et donc ça aussi, c'est des actions à accompagner et à aider, parce que pour l'instant, on est sur des financements essentiellement privés, et à un moment, on aura besoin aussi de cette visibilité. Et en termes de du coup mise en valeur des métiers, monsieur, sachez que au niveau de la CFTC, on a mis en place un portrait. Si vous passez au stand D16, on a pris des salariés de tous les métiers, notamment la petite enfance, mais pas que. Et on a une exposition itinérante où on peut voir des salariés en noir et blanc. Ce sont des belles photos, mais ce sont des vrais salariés, et qui racontent, en flashant leur QR code, comment ils sont arrivés dans leur métier et le plaisir qu'ils tirent de leur métier. On organise un certain nombre de choses avec des mises en situation virtuelles en allant dans les lycées, avec des plongées, etc. On travaille le secteur, et je me réjouis qu'à partir du 1er janvier 2015, on ait quelque chose qui corporate le tout et qui fasse évoluer le tout vers le haut. Brice Alzon, peut-être un mot sur justement les entreprises que vous représentez, comment vous vous positionnez, les entreprises de services à domicile, sur tous ces sujets. Oui, tout à fait. Et c'est intéressant justement de pouvoir rebondir sur les propos de M. Frossard. Pour nous, à la FESP, il est donc fondamental que la garde à domicile soit pleinement intégrée comme une solution d'accueil et de qualité pour les familles. Et concernant l'intégration et l'accueil individuel du service public de la petite enfance, qui rentrera en vigueur dans quelques semaines, nous à la FESP, on appréhende le sujet à travers l'objectif initial du service public et de la petite enfance tel qu'annoncé par le président de la République, qui est justement de permettre aux familles de disposer d'une solution d'accueil de qualité, de leur choix, et d'être accompagnés de manière homogène pour le coût et de celle-ci. Néanmoins, on a bien vu que le service public de la petite enfance et donc c'est pour ça il va falloir, pour rendre accessible ce mode d'accueil, il va falloir quand même qu'on revoie des points qui nous fâchent un peu à la FESP. Par exemple, sur le montant et le plafond sur le CMG, qui depuis plusieurs années mais n'ont pas été revalorisés. Et c'est un vrai combat pour nos entreprises aujourd'hui, parce qu'on voit bien que le coût de l'accueil est de plus en plus onéreux. Et vous ne direz pas le contraire. Oui. Donc ça, vous pourrez aussi... On a deux chefs d'entreprise ici, évidemment. On pourra leur poser la question. Exactement. Et donc, on pense qu'à la FESP, il est vraiment important de rappeler que pour les familles utilisatrices de la garde à domicile, qui perçoivent un crédit d'impôt, il faut quand même aller un peu plus loin et revoir ce taux qui est trop bas aujourd'hui. En tout cas, on sent une volonté commune que vous avez, c'est la pérennité des services d'accueil à domicile et les promouvoir. Mais effectivement, cet aspect financier, Brice Alzon, vous me tendez la perche. J'allais poser la question à la fois à Nathalie et à Sylvana. Comment on fait pour assurer cette pérennité en termes de financement et de ressources humaines, puisque les deux vont ensemble et vous concernent directement toutes les deux. Nathalie. Déjà, moi, ce qui me concerne, c'est la formation. Et effectivement, la prise en charge des formations en alternance, c'est quand même une réelle chance. Et pour les personnes que l'on forme, qui sont bien souvent des personnes qui ont quitté le système scolaire depuis longtemps. Et on peut accompagner aussi vers une évolution, vers une reconnaissance aussi de ces personnes qui n'ont pas forcément de titre ou de diplôme. Donc ça, c'est vraiment un atout pour les structures qui font appel à de la garde d'enfants et qui prennent en alternance. Parlez bien dans le micro comme ça, Nathalie. Oui, après, donc voilà, du coup, c'est vrai que c'est un coût, c'est vrai que c'est pas simple. Et donc du coup, moi, je ne peux pas parler des prises en charge par rapport aux réductions d'impôts, etc. Je vais laisser ma collègue en parler. Juste avant de parler du coup pour les familles, je rebondis, merci d'en avoir parlé, sur les financements des formations.
Il y a une loi qui est passée un petit peu comme ça, qui n'a pas fait trop de bruit, mais qui, nous, dans le secteur, a été catastrophique. Et pour les centres de formation, je n'en parle même pas. C'est la fin des aides pour les contrats de professionnalisation, pour justement, nous, nos métiers aussi notamment. Et pourquoi est-ce que c'est catastrophique ? C'est qu'en fait, finalement, on est en train de donner le signal que c'est que pour les jeunes, finalement, qu'on peut se former. Voilà. Alors moi je suis d'accord et évidemment on forme beaucoup de jeunes et vous êtes les bienvenus et vous vous en doutez, mais pas que, et je trouve ça hyper limitant. Nous dans notre recrutement et dans notre volonté d'inclusion aussi dans nos équipes, on a plein de personnes qui étaient en reconversion, des personnes qui avaient 45 ans, 50, 55 ans même parfois, qui du coup passaient le CAP AEPE avec nous. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour se former. On sait tous qu'aujourd'hui, on peut avoir plusieurs carrières dans une vie. On manque de personnel dans ces métiers. Et là, d'un seul coup, on dit stop, c'est plus que pour les jeunes et tous les autres. Alors, c'est pas dit directement, mais la finalité, c'est ce qui se passe. Donc là, on a dû mettre plein de personnes qui sont restées sur le carreau. Je pense que le sujet doit vous toucher aussi. C'était compliqué. Après, je rebondirai sur la question du financement, mais je voulais qu'on fasse une parenthèse là-dessus. Je veux bien qu'on fasse une parenthèse sur la formation professionnelle, parce que effectivement, on parle de service public, on parle d'accès unique, on parle de quelque chose qui semble assez idyllique, mais la réalité, elle est un peu différente sur le terrain. Je vais parler du secteur de la branche des entreprises de services à la personne. On a signé un accord qui permettait de travailler sur l'apprentissage et d'accompagner l'apprentissage avec une charte qui allait au-delà de tout ce que la loi prévoit pour tous les autres métiers. On allait bien au-delà. On avait une obligation d'avoir une formation maître d'apprentissage tuteur. On avait une reconnaissance pour les maîtres d'apprentissage. Enfin, vraiment, on avait un avenant qui était au-delà de tout ce qui se fait ailleurs. Cet avenant, ça fait des mois qu'on attend l'extension et on n'y croit plus. On sait qu'on n'aura pas cette extension. Donc ça veut dire que pour un secteur, on nous ferme la porte sur l'apprentissage parce que si on n'a pas cet avenant et cette charte, on n'a pas accès à l'apprentissage. Pourtant, pour les jeunes, je suis désolée, mais je vais parler un peu des choses qui fâchent. On rallonge l'âge de la retraite, c'est un fait. On ne va pas faire une révolution aujourd'hui, mais on demande aux gens de travailler de plus en plus tard, d'avoir de plus en plus de trimestres. Or, être en apprentissage, c'est commencer à cumuler des trimestres. Et quand on parle d'attractivité, pour un jeune que vous allez voir dans un lycée, entre un métier sur lequel il va pouvoir commencer à cotiser pour sa retraite, alors vous avez beau avoir l'impression que ça semble loin, non, parce qu'ils vivent dans des familles et ils voient la difficulté de leurs parents de se maintenir dans l'emploi avec les difficultés liées à l'âge. Et donc, on ne peut pas dire que le secteur de la petite enfance, il est important et de ne pas lui donner les mêmes moyens. Il n'est pas normal que sur les entreprises de services à la personne, il y ait la cotisation à l'apprentissage et que sur les associations, il n'y ait pas cette cotisation. Et nous, en plus, on n'a pas le droit d'en faire. Alors moi, j'ai un peu du mal quand je dis nous, c'est quand je suis négociatrice sur le secteur des entreprises de services à la personne. Mais il faut harmoniser les choses, voilà. Mais il ne faut pas je crois que c'est prévu, laisser des gens sur le côté. Je crois que c'est prévu, vous en parlerez dans un instant, mais je pense que c'est prévu dans la réforme qui doit arriver en janvier 2025. On en parle dans un instant. Je reviens sur la question du financement pour les familles. Je suis désolée, mais la parenthèse était vraiment importante. C'est essentiel. Concernant le financement pour les familles, en effet, on l'a dit juste avant, les tarifs n'arrêtent pas d'augmenter, clairement. Pour de la garde d'enfants, pour de l'accueil de jeunes enfants. Pourquoi ? Parce que le SMIC augmente et c'est normal. Les charges augmentent. Il y a toujours des choses en plus et en plus. Nous, on entend évidemment que les familles en face, à un moment donné, ça devient compliqué. Sauf que si on ne fait pas ces augmentations, nous, on n'existe plus demain. Voilà. Donc malheureusement, ça, on n'a pas le choix. Deux solutions pour quand même tenir sur la longueur, et c'est des choses qui sont importantes et auxquelles il faudra qu'on vienne. La première, c'est le crédit d'impôt immédiat. Donc on a sur nos secteurs 50% de crédit d'impôt sur les dépenses pour les familles qui sont faites en fin d'année, donc au moment vraiment de la déclaration fiscale. Pour les enfants de plus de 6 ans aujourd'hui, maintenant c'est le cas. Donc il y a ce crédit d'impôt immédiat qui est fait tous les mois.
mois, ce qui permet aux familles d'alléger l'avance de trésorerie finalement qu'elles ont à faire. Mais moi, c'est vrai que j'ai une incompréhension là-dessus quand on voit que, alors je ne dis pas que le ménage n'est pas important, attention, mais quand on voit qu'on a du crédit d'impôt immédiat pour faire du ménage, mais que si on a des enfants de moins de 6 ans, le crédit d'impôt immédiat n'est pas d'actualité et n'est pas la priorité. Moi, ça me choque un petit peu, je vous le cache pas. Donc, en termes de spectre, ça, ce sera un premier point. On a du crédit d'impôt immédiat pour le jardinage aussi, par exemple. Voilà, non mais moi, je veux bien, mais les enfants d'abord quand même. Enfin, dans la logique, j'ai du mal à la trouver là-dessus. Le second point, ça va être sur, et on en a parlé juste avant, l'aide, la CMG, donc la CAF. Pour la CAF, alors en effet déjà c'est des plafonds qui ne sont pas revus à la hausse suffisamment, mais au-delà de ça, en France, on considère qu'un enfant, à partir de 6 ans, n'a plus besoin d'être gardé, d'être surveillé finalement, puisque les aides de la CAF s'arrêtent à 6 ans. C'est bien connu, hein. Ceux qui ont des enfants à 6 ans, vous les laissez tout seuls chez vous ou pas ? Je suis pas sûre. Voilà, aujourd'hui la CAF s'arrête aux 6 ans de l'enfant et pour beaucoup de familles, ça veut dire l'arrêt d'appel à des services d'accueil d'enfants parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et ça c'est catastrophique et c'est quelque chose sur lequel je pense qu'il y a beaucoup de marge de manœuvre peut-être pour aller jusqu'au collège. Il y a des efforts financiers qui sont faits dans la réforme que vous proposez à partir de janvier, Jean-Baptiste Rossard ? Il y a d'abord, parce que c'est vrai qu'il a été dit, on veut reconnaître la petite enfance, mais on ne met pas les moyens. Et là, je crois qu'il faut dire, et je ne le dis pas uniquement en défense, parce que je travaille pour l'État, que c'est faux. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte, je pense que tout le monde l'a en tête, budgétaire pour l'État qui est extrêmement tendu. Et dans ce contexte-là, on a eu des financements pour la petite enfance sans commune mesure avec ce qu'on avait eu au cours des 15 dernières années. On a signé une convention d'objectifs, c'est-à-dire les financements qu'on donne à la sécurité sociale pour financer l'accueil des jeunes enfants, c'est plus 6 milliards sur 5 ans. On n'a jamais eu des financements aussi ambitieux depuis plus d'une décennie. Donc on a quand même mis les moyens de façon extrêmement importante dans cette politique. Je veux dire, la priorité, elle n'a pas été uniquement dans le discours. La priorité, elle est dans les crédits dont on dispose. Et en plus, qui ne sont même pas des crédits annuels, c'est-à-dire menacés par les éventuels débats parlementaires, chute de gouvernement et autres, mais des crédits qui sont sur 5 ans et qui sont quand même assez sécurisés. Et il y a eu déjà beaucoup de crédits qui ont été fléchés, engagés sur des mesures pour l'accueil individuel. Pas toutes les listées. On a eu un doublement de la prime d'installation pour les assistants maternels pour permettre notamment justement tous les aménagements du domicile, l'achat du matériel. On a une extension de la garantie d'impayé. Page emploi qui est quand même un objet de difficulté particulier pour les accueillants individuels quand les parents se mettent à arrêter de verser le paiement. Donc on a quand même des crédits qui ont été dégagés là-dessus. On a effectivement une grande réforme du complément mode de garde par rapport à la promesse politique qui avait été faite du point de vue des familles, c'est-à-dire d'égaliser les restes à charge que paient effectivement les parents après les aides quand ils recourent à de l'accueil individuel ou quand ils recourent à de l'accueil collectif. Donc là, c'est quand même un changement très profond puisque jusqu'ici, on avait de grosses différences entre ce que payaient les parents quand ils allaient vers l'individuel et quand ils allaient vers le collectif. Et pour beaucoup de parents, l'accueil individuel, c'était plus cher que l'accueil collectif, qu'une crèche classique. Donc là, c'est quand même une réforme d'ampleur et qui mobilise beaucoup de moyens. On a des aides à l'investissement qui ont été débloquées aussi, notamment pour créer des maisons d'assistants maternels, qui vont maintenant pouvoir bénéficier des aides à l'investissement comme jusqu'ici en bénéficiaient les crèches. Bref, il y a quand même beaucoup de dispositifs financiers et pour ce que payent les familles et pour ce qui est apporté comme aide aux accueillants individuels qui interviennent et qui modifient un peu le paysage. Et puis alors après, sur ce qui est des dispositifs un peu généraux, c'est-à-dire sur l'emploi,
les contrats pro, l'apprentissage, etc. Oui, c'est sûr qu'il y a des domaines dans lesquels il y a eu du freinage, je dirais, sur l'aide, pas sur la petite enfance, mais sur l'ensemble des aides au dispositif. Ce qu'on est en train de travailler de notre côté, je disais tout à l'heure dans le partenariat, notamment avec France Travail, c'est comment est-ce qu'on arrive à mobiliser aussi tous les dispositifs qu'a France Travail, préparation à l'emploi, les formations en situation de travail, etc., tous les crédits qu'ils ont pour en mobiliser beaucoup plus que ce n'est le cas actuellement sur le secteur petite enfance. Ça vaut aussi d'ailleurs pour l'insertion par activité économique. Il faut qu'on arrive à mobiliser aussi d'autres dispositifs. Ensuite, voilà, c'est sur les dispositifs globaux d'apprentissage et de contrat pro. Oui, le budget ne sera plus aussi élevé qu'il a été. Vous disiez, Jean-Baptiste, que les collectivités allaient devoir monter en puissance aussi au niveau de l'organisation justement de l'aide pour la garde d'enfants notamment. De quelle façon, et est-ce que ça va aider les entreprises qui sont comme celles qui sont présentes ici, les représentants des entreprises qui est Brice Alzon, et puis les entreprises de Sylvana ou de Nathalie notamment? Oui, d'abord, faut rappeler quand même avec cette réforme du service public que jusqu'ici, en fait, il n'y avait personne, ni au niveau des communes, qui avait une compétence obligatoire. C'est-à-dire qu'il y avait l'obligation d'organiser et de planifier l'accueil des jeunes enfants sur le territoire. Donc il y avait des communes qui le faisaient, un peu, moyennement, beaucoup, selon des dispositions très diverses. Là, ça devient obligatoire pour toutes les communes. Et comme je disais tout à l'heure, il faut qu'elles aient un vrai diagnostic des besoins des familles sur leur territoire et qu'elles soient en mesure de mettre en face une planification de l'offre avec tous les partenaires qui répondent aux différents besoins. Ce qui veut dire qu'elles embarquent tout le monde, en effet, y compris les crèches privées, y compris les ASMAT, y compris les entreprises de garde à domicile, pour dire, bon, aujourd'hui, on a tant de familles sur le territoire avec des besoins, par exemple, en termes d'horaires atypiques, qu'est-ce qu'on peut mettre en face? Est-ce que, effectivement, on développe, par exemple, plus d'offres de garde à domicile pour répondre, et dans quelles conditions, et avec quel reste à charge des familles, surtout si on est sur des familles monoparentales, les familles avec des besoins sociaux spécifiques. Donc, elles ont tout ce travail de recensement de l'offre, des besoins de planification. Elles ont un travail d'information et d'accompagnement des parents. Donc là aussi, par rapport à leur connaissance de l'offre, c'est à elles de pouvoir flécher les parents, je dirais, vers les modalités, les solutions diverses d'accueil qui correspondent à leurs besoins. Et puis, très 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 important, elles ont la compétence de soutien à la qualité. Donc ça veut dire que sur toute la communauté, entreprises, services à domicile, garde à domicile, ASMAT, crèche, micro-crèche, etc., il faut qu'elles s'assurent sur leur territoire que les professionnels soient bien formés, que toute la communauté éducative monte en compétences, que les principes de qualité, on va sortir un référentiel national de qualité d'accueil dans les semaines qui viennent, soient observés, soient garantis, que la communauté éducative soit animée. On peut croire qu'aujourd'hui tout va bien dans le secteur, mais non. Enfin, franchement, non. Donc là, on a un gros travail. Les professionnels, on les reconnaît quand on porte une parole de vérité aussi sur la difficulté qu'ils traversent aujourd'hui et les difficultés qu'il y a dans le secteur. Sur tous ces sujets, il faut qu'on arrive à positionner les communes pour qu'elles accompagnent cette remontée, je dirais, du secteur. Et nous, on est dans un moment, je suis juste sur ça, où on repose toutes les bases de façon, on essaye en tout cas de façon aussi saine que possible. Le financement, la ministre a annoncé qu'il y aurait une réflexion sur une grande réforme du financement de l'accueil en 2025. Les formations, la gouvernance avec le service public de la petite enfance, la qualité, les parcours de carrière. On essaie de tout reposer un peu parce que c'est un secteur qui est quand même en difficulté et qu'on essaie de remettre un peu d'aplomb. Est-ce que c'est un plus, Nathalie? Est-ce que vous pensez, la formation par exemple qui est aidée par les collectivités, en tout cas oui, supervisée par les collectivités?
Oui, effectivement, ça peut être un plus, hein, parce que c'est vrai que là, dans ces secteurs-là, il faut vraiment répondre aux besoins et des familles et des enfants. Et donc, du coup, c'est bien identifier les besoins de chacun, bien pouvoir centraliser les besoins et pouvoir les redistribuer, on va dire, les diffuser de façon cohérente. C'est sûr que c'est un plus, parce qu'aujourd'hui, une personne qui est en recherche d'un mode de garde peut avoir des attentes bien spécifiques sur comment elle va choisir son mode de garde, quel mode de garde elle a besoin. Et en face, il faut de la compétence, il faut des personnes en capacité de répondre à ces besoins. Donc c'est super important. Et je pense que c'est un atout important. Merci. Et avant de conclure dans un instant, parce que le temps passe vite, il nous reste 5 minutes, donc je demanderai à chacun une petite minute pour conclure. Mais Aline, vous vouliez réagir? Oui, par rapport à la formation professionnelle, j'entends loin de moi de dire que le gouvernement ne veut pas faire le maximum. Je suis très contente d'avoir pu participer au comité de filière, etc. Je sais que les choses bougent, mais il y a des réalités. Effectivement, le regard que va pouvoir porter une collectivité, l'accompagnement qu'elle va pouvoir faire, c'est formidable. La vraie réalité, c'est qu'en matière de formation, la réforme, alors que la CFTC avait demandé à ce que, pour qu'on puisse construire des parcours de formation, tout le monde soit dans le même opérateur de compétences, les assistantes maternelles sont dans un truc autonome, à l'intérieur d'OPCO-EP. Les entreprises de services à la personne sont à l'OPCO-EP. Les assos sont à Uniformation. Eh bien, bon courage aux collectivités quand elles vont vouloir monter des dossiers. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le travail, il n'est pas fini. Bravo pour ce que vous faites, mais il faut encore qu'on puisse mettre les choses en commun quand on est sur des métiers qui sont les mêmes, qui ne sont pas dans les mêmes opérateurs de compétences. Ça n'a pas de cohérence. Il faut qu'on puisse accompagner parce qu'à un moment, je peux avoir une velléité d'être garde d'enfants, avoir mes propres enfants et me dire je vais être assistante maternelle et plus tard passer à autre chose, peut-être responsable de crèche. Et il faut qu'on puisse construire des parcours de formation. C'est ça la vraie attractivité, c'est de construire des parcours de formation et pas de se dire j'entre dans ce métier et j'y resterai jusqu'à 67 ans. Ça n'est pas vrai, ça n'est pas la réalité d'aujourd'hui. C'était vrai il y a 30, 40 ans, nos grands-parents avaient le même métier toute leur vie. Aujourd'hui, on change à minima 7 fois d'emploi. Donc autant qu'ils restent dans le secteur et autant qu'on soit sur des parcours de formation cohérents. Je suis entièrement d'accord avec vous et je suis d'autant plus d'accord que, comme vous le savez, on lance le référentiel compétences, connaissances des professionnels de la petite enfance. C'est-à-dire de dire on va définir un socle commun pour tous les professionnels de la petite enfance, qu'ils soient individuels, qu'ils soient collectifs, crèche, ASMAT, garde à dom, tout ce qu'on veut, et on va définir par niveau d'emploi. Pour une personne qui est en accueil direct, pour une personne qui est équivalent de cadre éducatif, pour une personne qui est en direction. Donc ça déjà, ça va être un gros travail pour dire quels sont les contenus de formation attendus, quel que soit l'accueil, et créer cette formation commune qui fait aussi qu'il y a plus de fluidité entre les secteurs. Et puis surtout, à partir de là, on va devoir revoir l'architecture des emplois et des parcours de carrière. Et je disais tout à l'heure, sur les parcours, s'il y a un niveau 1, niveau 2, niveau 3, c'est quoi? Par exemple, quand on est ASMAT, ce serait quoi être ASMAT de niveau 2 ou de niveau 3? Est-ce qu'on peut avoir des parcours de carrière aussi qui nous emmènent vers autre chose? Par exemple, du tutorat des nouveaux arrivants, puis peut-être une forme de référence de secteur. Bon, ça c'est à réfléchir, mais en tout cas, c'est ce travail-là fondateur qu'on va conduire pour définir les compétences et les connaissances, et après c'est pour construire les parcours de formation. Ensuite, sur la diversité, oui, il y a encore du boulot. etc. Là, je laisse les partenaires sociaux. Le temps passe vite, donc je vais demander un mot de conclusion à Sylvana, à Nathalie et à Brice pour terminer. Et je glisse sur le terme diversité, parce que ça fait partie aussi des sujets d'actualité. Oui, on n'a pas eu le temps de le développer, effectivement, vous avez raison. J'en profite, qui sont très importants aussi à développer, qui répondent aux responsabilités sociétales des entreprises, mais aussi des questions d'inclusion et de diversité qui sont importantes aujourd'hui. Alors, on a parlé des garçons, on a parlé des reconversions professionnelles, mais autre sujet qui nous tient aussi à cœur dans nos secteurs, c'est les seniors. Alors, je ne vous parle pas de la dépendance, pas du tout, je vous parle des seniors avant. Les seniors qui travaillent. Exactement.
Exactement, c'est ça, des seniors actifs. Et alors là, je vais dire mamie nounou, je vais me faire taper sur les doigts moi-même, parce que j'ai dit qu'il y avait aussi des garçons, voilà. Il y a papy nounou. Des papy nounou. Je me sens concerné du coup par le sujet. Voilà, mais pourquoi pas. Et en fait, c'est des profils qu'on recrute de plus en plus, qui souvent, quand on les rencontrait un peu par hasard au départ chez France Travail, en général, j'avais une main qui se levait et qui disait mais c'est jusqu'à quel âge? Voilà, moi j'adore les questions comme ça, parce que ça permet de rentrer un peu dans le vif du sujet. Moi, c'est pas une question d'âge, mais c'est une question de capacité, d'envie. Et on a de plus en plus de personnes seniors qui travaillent dans nos structures, et c'est important de le souligner, de le dynamiser. Je vous donne un exemple d'une dame qui s'appelle Mavé, très rapidement, 65 ans, qui a ses petits-enfants qui sont loin et qui est ravie de pouvoir s'occuper d'enfants aujourd'hui pour avoir un complément de retraite et aussi conserver du lien social et garder ce côté intergénérationnel qui est important. Pour conclure, toutes nos catégories d'accueil du jeune enfant sont évidemment complémentaires, on le disait tout à l'heure. Même en termes d'évolution de carrière, on peut glisser de l'un à l'autre. On commence par exemple chez moi à faire de la garde d'enfants à domicile en passant le CAP petite enfance, CAP AEPE en alternance, pour après rester peut-être que 1 ou 2 ans chez nous, mais c'est ok, on s'est tapé dans la main, on se l'est dit, pour glisser derrière après sur de la crèche, de l'assistante maternelle, etc. Donc au contraire, on a de la complémentarité et je pense qu'on a beaucoup de choses à faire ensemble pour évoluer ensemble dans le bon sens. Merci beaucoup. Rapidement Nathalie et ensuite Brice et on restera là. Oui, effectivement, je pense que ces métiers-là, ils sont encore en train de se construire et j'encourage ces jeunes à intégrer ces métiers-là pour pouvoir y voir une carrière. Et donc, comme le disait Jean-Baptiste, on peut aussi évoluer dans ces métiers-là et aller vers du management, de la direction, du tutorat, etc. Et pas se dire je suis condamner, c'est un grand mot, mais faire juste de la garde d'enfants, mais voir une carrière dans les métiers de l'accompagnement que sont les plus fragiles, les enfants, les personnes âgées, pourquoi pas des passerelles également entre ces deux métiers-là. Finalement, s'occuper d'une personne fragilisée par l'âge, c'est un enfant ou c'est une personne âgée. Et cet accompagnement-là, il faut qu'il prenne du sens et pouvoir passer de l'un à l'autre. Je pense que ça a du sens. Et moi, j'encourage vraiment de se tourner vers ces carrières. Et on sait que les gens ne resteront pas toute leur vie dans le même métier, d'où l'importance de faire évoluer dans ce métier. Merci beaucoup. Pour conclure cette table ronde, Brice Alzon, au nom des entreprises, des services à la personne. Écoutez, pour conclure, moi je trouve que depuis toutes ces années, la petite enfance progresse, quand on voit effectivement, mais les travaux qui ont été menés par nos fédérations, par les organisations syndicales, par nos entreprises, par les équipes de M. Frossard, je pense qu'on pourra se donner des rendez-vous l'année prochaine, et j'espère que l'année prochaine on aura d'autres choses encore à raconter. J'espère que l'année prochaine, par exemple, le casier judiciaire, vous savez, sur lequel on se bat, qui fonctionne aujourd'hui, mais sur les ASMAT, et toujours pas pour la garde d'enfants à domicile, on pourra l'annoncer conjointement avec M. Frossard de façon active. Donc moi je trouve qu'il n'y a plus qu'à et j'en suis ravi. Et rendez-vous dans un an pour faire un premier bilan de cette réforme qui arrive en 2025, en janvier 2025. Merci à tous les 5, merci beaucoup, je crois qu'on peut les applaudir pour leurs interventions et merci pour cette table ronde de qualité riche en interventions vraiment de qualité. Merci à vous tous.